Dans ce nouvel épisode du podcast Le Grand Bleu, j'interroge un officier de la Marine nationale dont je tairai le nom. Après 10 ans au sein de la Marine, il revient sur son parcours, ses motivations, son histoire. Ancien sous-marinier, nous embarquons avec lui à bord du SNA, sous-marin nucléaire d'attaque, pour découvrir la vie à bord, le quotidien de ceux qui vivent à 20 000 lieues sous les mers, mais aussi pour comprendre les enjeux et les missions de ces engins. Technicien du son, il nous explique comment on se repère grâce au bruit, quand bien même on est aveugle sous l'océan, comment distinguer les dauphins des bateaux alentours. Officier de commandement, il nous explique comment se prennent les décisions stratégiques et opérationnelles, comment gérer une ou plusieurs avaries. À présent de retour sur Terre, il garde un pied sous l'eau en travaillant sur le volet plongée au sein de la marine. Comment rester au fait des dernières technologies, comment l'armée se nourrit du civil, du scientifique, ce sont toutes ces questions que nous aborderons. Du plongeur démineur au plongeur de bord en passant par les forces spéciales, il nous offre un panorama de ce que sont ses spécialités. Une interview d'1 heure pour comprendre le fonctionnement d'une institution, entrevoir les parcours qui y sont possibles, tout en écoutant les anecdotes d'un homme qui a déjà passé une décennie. Dans cette interview, on entendra revenir sur ses sessions de sport entre les torpilles du sous-marin, aussi bien que sur l'analyse des spectres de fréquences. Un épisode complet qui nous transporte dans le monde militaire, tout en retraçant le parcours d'un homme et de son lien à l'océan. Bonne écoute. Bienvenue dans le Grand Bleu. Je m'appelle Mathilde et je pars à la rencontre de celles et ceux dont la vie est liée à l'océan. Bonjour, merci beaucoup d'avoir accepté de participer à cette interview du Grand Bleu. Avant de rentrer dans le détail de ton parcours, est-ce que tu peux partager une anecdote qui illustre ton lien à l'océan? Alors une anecdote, j'ai pas forcément une anecdote, mais ce qui m'a rapproché un peu, enfin ce qui m'a amené à m'engager dans la marine et à choisir cette armée plutôt qu'une autre, en l'occurrence l'armée de terre et l'armée de l'air, c'est le fait que moi tous les étés quand j'étais petit, j'allais dans le Morbihan, à côté de Lorient, dans un petit village qui s'appelle Port-Louis. Et là-bas, tu sais, il y a une citadelle. Enfin, c'est un village assez sympa. J'y ai passé pas mal de mes étés quand j'étais petit. Et l'été, juillet, août, c'était le seul moment, bah, du coup, où on partait en vacances et qu'on sortait un peu des champs et de l'école et de la maison. Et c'était mon tout premier contact avec l'océan, avec la mer. C'est ce qui m'a donné au fil du temps, à force d'y aller un peu tous les étés, l'envie d'y vivre déjà, parce que parce que c'est vrai que maintenant, pour rien au monde, je reviendrai dans mon pays, dans ma région natale, tu sais, qui est la Champagne-Ardenne, et je me rends compte que j'ai besoin de vivre, de voir la mer tous les jours. Alors même si je m'y baigne pas forcément tous les jours, mais juste de la voir, tu sais, ça me permet d'avoir l'équilibre que j'ai aujourd'hui, et je me vois en aucun cas partir des littoraux. Et c'est en partie pour ça que bah, j'ai voulu faire par la suite un métier en rapport avec la mer, euh, et en m'engageant dans la marine. Qu'est-ce qui t'a poussé à choisir la marine plutôt qu'un autre métier qu'il y avait à la mer? C'est assez logique en gros, enfin logique. Pour moi, ça a été assez logique dans le sens où je travaillais plutôt bien à l'école, j'avais pas de soucis là-dessus, hein, et le truc, c'est que j'étais un peu perdu dans le système. Je savais pas trop quoi faire de ma vie. Au moment d'y arriver, quand tu arrives en première terminale, on te pose un peu de te dire, mais qu'est-ce que tu veux faire de ta vie? Mais en fait, tu te rends compte que t'as que 16 ans et 16 ans, en fait, c'est encore jeune et que t'as pas vu enfin, toutes les possibilités. T'es sur le banc de l'école toute la journée et pour moi, c'était un peu compliqué avec mon tempérament de me dire, mais en fait, j'ai envie de faire ça toute ma vie. Et en fait, je me rends compte que même à l'heure actuelle, j'ai 33 ans et me dire faire le métier toute ma vie, en fait, ça me correspond pas. C'est pas un schéma qui correspond. Alors, ça correspondait peut-être au temps de mes parents, nos grands-parents, mais maintenant, je trouve que du coup, le monde a pris un tournant où on peut changer de métier et on peut faire ce qu'on veut. Et je m'étais dit, bah, je vais faire un métier qui me permet de découvrir le monde. Et en l'occurrence, bah, la marine, ça a été un bon tremplin parce que du fait de partir en bateau, d'aller dans d'autres pays, bah, tu vois du pays, tu vois comment d'autres gens vivent, tu vois un peu ce que c'est que la réalité, parce que tu vois l'histoire et la géographie
à travers les bouquins, mais je trouve que le toucher, en faisant des escales sur les bateaux, avec les bateaux, ben, c'est hyper intéressant et l'armée, en fait, tu touches énormément au contexte géopolitique, enfin, les contextes géostratégiques, tu mets le doigt dessus. On est déployé sur ce genre de théâtre et du coup, tu te rends compte un peu de l'ampleur de ce que tu as pu voir en cours d'histoire, en cours de géo, et j'ai dit: «Bah, allez, moi, la marine, c'est exactement ce qu'il me faut». J'avais besoin d'action, j'avais besoin de servir l'intérêt commun, j'avais besoin de faire quelque chose qui avait du sens et de me dire que j'allais être encadré, qu'on allait me former et du coup, je suis parti là-dedans. Je me suis dit que c'était une belle aventure et j'ai commencé par faire une préparation militaire. Donc en fait, ce que je faisais, c'est que pendant ma terminale, je faisais une préparation militaire le week-end. Donc j'étais à l'école la semaine et le week-end, j'allais à Paris faire une préparation militaire et ça m'a permis de toucher un peu, au monde de la marine et à l'issue de ma terminale, j'ai fait, une école, enfin, des classes préparatoires, pour rentrer, donc j'ai fait un lycée militaire à Brest, lycée naval, qui te permet à l'issue, donc si tu réussis, tes 2 années et que tu as le concours, bah, tu peux rentrer à l'école navale pour devenir officier. En l'occurrence, pour moi, ça s'est pas passé, comme prévu parce que j'ai fait qu'une première année, parce que c'était dur et que j'avais pas forcément le niveau requis et donc je suis allé au bout de ma première année de MPSI et à l'issue, en fait, j'ai décidé de m'engager directement par l'école de Mestras, donc c'est l'école des sous-officiers et j'ai rejoint les bancs de l'école de Mestras en septembre 2011, voilà, et c'est là qu'a commencé, bah, mon engagement militaire, au sein de la marine. Tu as un parcours, je trouve, qui est assez représentatif du fait qu'on peut évoluer dans la marine et connaître plein de métiers différents. Parce que tu as commencé comme sous-marinier, maintenant tu travailles plutôt sur des thématiques de plongée et même au sein des sous-marins, tu as fait plusieurs métiers différents. On Mmh. va débalayer dans l'ordre, mais du coup, pour revenir surtout, le monde sous-marin par lequel tu as commencé à évoluer au sein de la marine. Est-ce que tu peux me dire, bah, comment on devient sous-marinier? Quelle a un peu été, la formation, toi, ton parcours, au sein de tout ça? Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au début, je m'étais engagé dans la marine, pas pour faire sous-marinier, mais c'était bien le volet plongée qui m'intéressait. Mon objectif, c'était de devenir plongeur démineur. Le problème, c'est qu'en rentrant, dans l'institution, bah, pour devenir plongeur démineur, tu es soumis quand même à pas mal de visites et d'aptitudes médicales et en rentrant, bah, du coup, j'étais passé par le côté médical et j'étais inapte, plongeur démineur. Sur des textes sur lesquels se basaient les médecins et j'ai pas pu accéder, dans un premier temps à ce volet-là. À l'issue de ce qu'on appelle mes classes, donc à l'école de médecine, tu vois, ça dure 6 mois, tu choisis, une spécialité, donc c'est un métier, au sein de la marine, parce que ce qu'il faut se dire, c'est qu'il y a quand même pas mal de spécialités, c'est assez large, hein. Tu vas du cuisinier, au pilote, au détecteur, anti-sous-marin, au marin-pompier. Donc c'est vraiment un spectre de métiers assez large, qui correspond pas forcément à tous, hein, à tout le monde et donc tu fais ton choix. C'est comme quand tu veux choisir le métier que tu vas faire, c'est que ça fait à peine, 4-5 mois que tu es dans l'institution. Tu as toujours pas touché un bateau, tu as pas mis pied sur un bateau, enfin si, tu l'as mis, pendant 1 ou 2 semaines. On te montre un peu tout, donc tu es là, tu dois assimiler toutes les informations et à la fin, on te dit: «Bon, bah, tu veux faire quoi comme métier?» C'est encore compliqué et tu que 19 ans, hein, et on te demande vite de savoir ce que tu veux faire. Donc moi, ce que j'avais quand même été assez, bon, j'avais visité les sous-marins et j'avais été assez, impressionné par cet univers-là. Je me suis dit: «Bon allez, je me lance, je fais ce métier-là». Du coup, ce que j'aimais beaucoup et ce que j'avais pu comprendre, c'est que c'était assez technique. Moi qui suis assez, matheux, cartésien, je me dis: «Ça va me correspondre» et j'ai pris une spécialité de détecteur anti-sous-marin, tout ce qui est lié, à la détection, sous-marine, via les sonars. C'est un brevet d'aptitude technique, en l'occurrence, elle est assez longue et elle se passe à Saint-Mandrier. Ça a duré de janvier 2012 à septembre 2012. Donc on est formé, on commence à être formé à notre vrai métier. Donc là, on passe plus d'une logique de formation générale de la marine, et des armées, à Brest, mais on passe plus sur une logique plus de formation de métier pur. Cette formation, elle est assez riche, hein, et hyper intéressante. Donc c'est à la fois un volet théorique et à la fois un volet un peu, plus pratique, parce on s'entraîne beaucoup sur simulateur.
Parce que c'est vrai qu'on n'a pas, 10 000 sous-marins, c'est pas comme le permis de conduire, on a plein de voitures, on peut se permettre de faire de la pratique assez rapidement. Là, pour le coup, on n'a pas de sous-marins, à disposition pour former, donc on se forme dans des simulateurs. Dès que tu as fini ce volet-là, tu l'école n'est pas terminée, parce qu'ensuite, donc à l'issue de cette formation, on te demande enfin, selon ton classement, donc c'est vraiment au mérite, hein. La marine promue énormément le mérite et le travail. Tu as ton classement et tu choisis ton affectation, donc le futur sous-marin sur lequel tu vas aller servir. Dans le domaine des sous-marins, c'est assez binaire, hein. C'est soit tu vas sur les SNLE, le sous-marin nucléaire lanceur d'engins, qui eux sont spécialisés dans la dissuasion nucléaire à Brest, OK. soit tu vas sur les sous-marins nucléaires d'attaque à Toulon, et eux, ils ont un spectre de mission un peu plus large. Et moi, j'avais choisi Toulon, parce que pas pour la région, parce que j'ai mis du temps à m'y faire, parce que c'est vrai que c'est pas la même chose que la Bretagne. Si j'avais dû choisir pour la région, ça aurait été la Bretagne, c'est sûr. Mais j'ai choisi Toulon parce que l'aspect un peu, comme on le dit souvent, sous-marin couteau suisse du SNA m'intéressait beaucoup plus. À l'issue de ça, bah, tu pars, donc c'était de septembre ça dure 2 mois, donc novembre 2012, j'étais à l'école de navigation sous-marine. Et il y a 2 écoles de navigation sous-marine, il y en a une à Brest, qui est spécialisée pour la SNLE, une à Toulon pour la SNA. Et là, tu te formes sur les simulateurs qui correspondent aux sous-marins sur lesquels tu vas être déployé. Voilà, toutes les installations, tous les systèmes sont vraiment ceux sur lesquels tu vas travailler quand tu seras à bord du sous-marin. Et typiquement dans les simulateurs qu'on a à Toulon, bah, on reconstitue pratiquement à l'identique, hein, un centre à l'opération de sous-marins nucléaires d'attaque pour former les équipages et les futurs marins qui vont naviguer sur sous-marin. OK. Donc là, c'est le premier volet de ma carrière. Ouais. Est-ce que tu peux revenir sur les différentes, missions du sous-marin nucléaire d'attaque, sur son rôle? Oui, alors le sous-marin nucléaire d'attaque, le volet dissuasion nucléaire ne lui revient pas. Comme je dis, c'est un couteau suisse, il est capable de faire du renseignement, de navires, par exemple. Il va prendre des prises de photos, photos de prise de côte. Ensuite, il a un volet également lutte anti-sous-marine. Par exemple, face à un autre sous-marin, il va pouvoir être amené à faire de la chasse sous-marine, à le chasser, pour protéger, par exemple, une autre unité avec lequel le sous-marin est déployé. Parce qu'un sous-marin peut à la fois être déployé seul ou il est déployé avec un autre groupe de bateaux, ce qu'on peut appeler un groupe, aéronaval s'il y a le porte-avions. Et un porte-avions, en fait, il part jamais seul en mer, vu que c'est une unité, on dit précieuse. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que le porte-avions, lui, il déploie également l'arme nucléaire, pas de la même manière, mais sous d'autres vecteurs avec les rafales marines. Et il faut le protéger, et vu qu'on en a qu'un et que c'est un symbole à la fois militaire et politique, et ben, il est protégé à la fois par des frégates antiaériennes, qui sont spécialisées dans l'antiaérien, des frégates anti-surface, qui sont spécialisées dans tout ce qui est surface, hein. Et ensuite, le volet sous-marin, bah, c'est les frégates anti-sous-marines et les sous-marins qui l'assurent et qui font ce qu'on appelle une bulle de protection autour du porte-avions. Et donc ça, c'est un des principaux rôles du SNA. À l'heure actuelle, on a des nouveaux sous-marins également qui peuvent déployer des missiles de croisière navale. Nous, SNA Barracuda sont également capables de déployer ce genre d'armes. Et ça diversifie un peu le spectre de missions euh, qu'on a actuellement. Pour qu'on se donne une idée de ce que c'est un sous-marin, ça fait quelle taille un sous-marin? Ça peut aller à quelle profondeur, Alors, les tailles, c'est assez varié. Actuellement, on est en transition et la transition se termine bientôt. On avait des sous-marins nucléaires d'attaque, type Ruby, qui faisaient l'ordre de moins de 100 mètres. Et maintenant, on a des sous-marins nucléaires, type Barracuda qui sont beaucoup plus grands, qui se rapprochent un peu plus des tailles, de sous-marins nucléaires qu'on envisage dans le monde. C'est de l'ordre de la centaine de mètres. Et la profondeur, pour le coup, ça, c'est une donnée qui est classifiée, donc OK. on peut pas le transmettre, mais voilà. Tu peux nous parler du rythme, des missions et de la vie, à bord? C'est-à-dire que quand tu embarques, tu vas embarquer combien de temps? Comment tu organises ta vie au quotidien? Comment on s'habitue aussi à vivre dans un espace qui est clos, où tu as pas la lumière du jour puisque tout est fermé? Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ça? Ouais, bah, alors, pour le rythme d'émission, c'est assez varié.
Ce qu'il faut savoir, c'est que, déjà un sous-marin, l'objectif c'est qu'il soit tout le temps en mer, le plus souvent en mer, hein, pour les que ce soit, pour l'état-major ou pour les politiques. Vu qu'il est autonome en termes d'énergie, vu que c'est la, production nucléaire, bah, c'est que dès qu'il est pas branché, à quai, il coûte moins cher en mer. Donc l'objectif, c'est que nos sous-marins nucléaires, ils soient le plus souvent en mer et qu'on soit déployés un peu partout dans le monde. Donc c'est pour ça, le facteur limitant, c'est bien l'humain et ce qui fait qu'un sous-marin revient à quai, bah, souvent, c'est le potentiel humain. Le système adopté, par la marine française et qui est assez, similaire aux marines étrangères, c'est qu'on a 2 équipages pour un seul sous-marin et les 2 équipages se relaient. Les rythmes de mission sont assez variés, mais en l'occurrence, tu pars un tiers de l'année, peut-être une année, tu peux partir jusqu'à 2 tiers de l'année l'année suivante et il y a une espèce de roulement, entre les 2 équipages pour que ce soit un peu équilibré. Ensuite, pour le volet comment ça se passe à bord et comment se déroule la mission, déjà la mission, elle démarre bien avant le fait que le sous-marin parte en mer parce qu'il y a toute une préparation à effectuer et ça se prépare bien quelques mois en avance par, les entraînements sur simulateur. Préparer la mission, donc savoir où on va. En l'occurrence sur Escena, on sait, on sait où on va, on sait globalement la zone dans laquelle on va. Après, il y a des ajustements en conduite, qui sont liés au contexte et aux ordres qui sont donnés de Paris, mais on le sait et ça nous permet quand même de bien préparer, l'endroit dans lequel on va aller parce que, par exemple, je te prends typiquement, si on va dans le Grand Nord ou on va en océan Indien et ben, les enjeux sont pas forcément les mêmes, l'environnement marin n'est pas le même, on est confronté à différentes, problématiques qui sont pas les mêmes, donc ça se prépare et ça s'anticipe, d'un point de vue logistique, et au niveau de la mission, de l'opération. Et donc quand on part, ce qui est marrant, c'est que moi, j'ai pas ressenti la première fois que j'ai navigué parce que le fait des sous-mariniers en France, tu sais, c'est un volontariat. Si on prend tous les marins, on force pas un marin à naviguer sur sous-marin, c'est b ça l'initiative vient bien de lui. Donc déjà, enfin, la personne qui y va n'arrive pas là comme ça, donc c'est un volontariat. Après tu passes des tests psychotechniques, visite médicale, tu es assez suivi, tu es formé, donc tu arrives dessus, tu sais à quoi t'attendre et du coup le volet un peu, claustrophobie, bah, moi j'ai pas vu de marin, sur mon équipage, qui l'avait. C'est plus sur sur l'absence de lumière du jour où qui doit être un peu bizarre parce qu'il y a pas de fenêtre. Enfin, je veux dire dans un sous-marin, c'est complètement fermé, tu vois Non, pas non plus exactement, l'eau ouais, dehors. alors Donc c'est plutôt sur le volet ouais comment tu t'habitues à voilà, l'absence de lumière du jour, comme ceux qui vont faire, l'hiver polaire par exemple, où ils voient pas le soleil pendant 6 mois. et ben, déjà, alors oui, il y a pas de fenêtre et ça servira à rien parce que dès que tu descends, en profondeur, il fait vite très noir, donc on a aucun intérêt à avoir des fenêtres et en fait, oui, en effet, tu es à la lumière, artificielle tout le temps, mais vraiment tout le temps. Bah, ça tu le subis, hein. Enfin, tu t'adaptes, du coup, mais tu le subis un peu et ça a quand même un impact sur la santé, hein. Faut pas se leurrer, hein, tu vois pas le soleil pendant quelques mois, des fois tu remontes pas pendant un peu plus d'un mois, tu vois pas la lumière du soleil. Pour nous donner un peu des repères, ce qu'on fait, le grand principe, c'est que la nuit, c'est en rouge. On bascule la lumière en rouge dans tout le bateau. Comme ça nous permet d'avoir un rythme, je pense que c'est sensoriel. En fait, nous, on se base sur le coucher du soleil et le lever du soleil. Donc on suit tout ça, on suit les éphémérides et dès que le soleil se couche, on passe en rouge et dès que le soleil se lève, on repasse en blanc et la vie est rythmée comme ça, à bord. Ce qui permet de rythmer la vie à bord, bah, c'est les repas. En l'occurrence, c'est principalement les repas, parce que c'est là où, tout le monde se voit parce que chaque marin dans le sous-marin a sa spécialité. Comme je te l'ai dit, quand on rentre dans la marine, si on choisit notre métier, bah, là, il faut se dire qu'il y a tous les métiers qui cohabitent dans le même endroit. Donc dans une boîte de conserve qui fait environ, un peu moins de 100 mètres de long par exemple, on est 75 hommes et on a chacun notre spécialité parce qu'il y a personne d'inutile sur un sous-marin. Chaque personne qui est présente à bord, elle a forcément un rôle et elle joue un rôle. On peut pas se permettre d'embarquer, quelqu'un, par pur, plaisir et chacun a son rôle, son rythme et tout ça, c'est encadré par des rythmes de quart, on appelle ça. En gros, le sous-marin, il a besoin d'être piloté 24 heures sur 24, donc on peut pas se permettre de mettre, l'autopilote et de se dire qu'il y a personne devant. Il y a des équipes qui se relaient, alors les rythmes changent en fonction du contexte dans lequel on est, mais quand on est dans un contexte de navigation,
pour rejoindre un point A à un point B, souvent on dit qu'on est en tiers. En gros, ça veut dire quoi en tiers? C'est qu'on divise les 24 heures en 3 équipes. Donc 3 équipes se relaient sur les 24 heures. Donc ça permet, d'être assez endurant. Les gens peuvent quand même, dormir, se nourrir, un peu se divertir, faire du sport. Et dans les cadres un peu plus, tendus, où c'est un peu plus ops, opérationnel, bah, là, du coup, on va réduire le nombre d'équipes, on va passer à 2 équipes. On va créer des postes qui n'étaient pas existants quand on était en tiers pour la navigation standard. Parce que la situation fait qu'on a besoin de renforcer, la sécurité du sous-marin, donc on va créer plus de postes et là on passe en bordée et du coup c'est 2 équipes qui se relaient sur 24 heures. Donc là c'est un peu plus physique. Heu, à savoir que la bordée, bah, on la tient moins bien parce que moins longtemps sur le long terme. C'est des phases par exemple qui peuvent durer 1 à 2 semaines, où on est en bordée et après on repasse en tiers pour reposer un peu l'équipage et on joue avec ça, ce rythme-là pour assurer nos missions et durer dans le temps surtout. Donc voilà un peu comment ça se passe à bord. Tu me disais, il y a 75 hommes à bord, il y a pas du tout de femmes? Alors c'est vrai que je suis resté dans un schéma parce que je suis rentré en 2012 et les femmes, il y en avait pas encore et j'ai jamais navigué avec de femmes sur un sous-marin, parce que les anciens sous-marins n'étaient pas féminisés. À l'époque, c'était les mentalités qui faisaient que c'était pas féminisé et je pense, d'une part et également parce que, c'était assez spartiate. Enfin les SNA sur lesquels, moi j'ai navigué, ça aurait été compliqué d'un point de vue intimité pour les femmes, ça aurait été difficile. C'était assez spartiate au niveau des douches, au niveau des toilettes, enfin très peu d'intimité. Mais les nouveaux sous-marins type Barracuda, eux, pour le coup, sont féminisés et on a pensé dans la conception à ça. Alors, bien que quand on conçoit un sous-marin, le fait de féminiser, je pense pas que ce soit la chose la plus primordiale, hein, parce que construire un sous-marin, c'est un enjeu, c'est un défi quand même technique. Mais en l'occurrence, le choix a été fait de les féminiser et maintenant, les femmes, il y a des femmes à bord des SNA, c'est plus un sujet. Tu parlais de sport justement, enfin, tu as un espace qui est dédié à ça, un peu un truc, loisir où tu peux faire du sport et aussi est-ce que tu peux échanger avec l'extérieur ou tu es complètement en autarcie, sur la durée de la mission? Alors, juste pour te donner une image, tu prends un sous-marin nucléaire d'attaque, tu le divises en 4 portions. La portion arrière, c'est les moteurs. La portion, juste après, c'est le local, où il y a la centrale nucléaire. Ensuite, c'est la zone dans laquelle on vit et ensuite la zone avant, c'est l'espace pour les torpilles. Donc tu te rends compte que le sous-marin a été conçu, pas pour les humains, parce qu'on vit que sur un quart du sous-marin et encore et on est 75 à être là-dedans et quand on fait du sport, quand je dis on fait une séance de sport, bah, les séances de sport, on les faisait, en gros, entre les torpilles. On trouve un petit endroit qui fait 1 ou 2 mètres carrés et tu fais des pompes, les tractions, les abdos. Alors on avait un vélo à l'avant et un rameur à l'arrière, mais ça décourage plus d'un déjà d'aller sur le rameur à l'arrière parce que, quand il faut aller à l'arrière, c'est assez compliqué parce que vu que tu passes dans une tranche où il y a un risque, nucléaire, bah, tu peux pas, passer comme ça, tout droit. Il y a des portes avec des sas. Enfin, un nombre de personnes max peut passer en même temps. Tu dois emmener tout ton matériel, contre le risque radiologique. Souvent, le monde de l'arrière et de l'avant, en gros, culturellement, il y a les ops à l'avant, les canots à l'arrière et les échanges se font enfin, c'est assez rare que des ops à l'arrière parce que pour nous, c'est trop long, enfin, faut se sasser, c'est assez chiant et du coup, bah, on reste beaucoup sur l'avant. Donc tu vois, les échanges déjà, les mouvements humains sur le sous-marin ont l'air un peu complexes, hein, Mmh. de l'avant vers l'arrière. Bon après sinon les gens, on communique plutôt bien à l'intérieur du bateau, hein. Il y a un esprit d'équipage qui se forme assez rapidement parce qu'on est les uns sur les autres alors il y a des tensions comme partout, hein, mais pour apprendre à vivre en collectivité, en communauté, c'est un très bon exercice, hein, parce que et ça marche très, très bien. Et ensuite, pour communiquer avec l'extérieur, c'est un peu plus compliqué parce que de par, sa définition, le sous-marin, il doit être discret. Donc on peut remonter à la surface quand on veut et à savoir que dès qu'on part en mer, on remonte rarement en surface, uniquement quand on va dans un port. Donc pour pouvoir récupérer de l'info de l'extérieur ou en transmettre, ben, on se met à l'immersion périscopique
Donc c'est une immersion on rase l'eau, mais le sous-marin ne sort pas de l'eau et on va venir, hisser des mâts, donc des antennes. Donc on a différents types d'antennes et on a des antennes de transmission et avec ça, on va pouvoir, émettre pour transmettre par exemple des messages ou, recevoir des messages qui viennent de Paris. Donc si on émet et qu'on reçoit des messages, souvent c'est pour les opérations et parfois quand on est dans une zone, qui est pas, opérationnelle, qui est tranquille, où on sait qu'il y a personne, ben, on peut se permettre de transmettre, des messages vers, Paris pour nos familles et en recevoir également. Mais on est assez limité parce qu'en termes de débit, c'est pas le plus gros débit et en plus ça prend du temps. Tout est codifié en fait quand on reçoit des messages au Paris, ils sont assez codifiés pour que ce soit le plus court possible et qu'on limite le temps de transmission. Parce que c'est une indiscrétion qu'on fait dès qu'on hisse un mât, hors de l'eau, bah, il est potentiellement, interceptable par les radars des bateaux ou les radars à terre. Donc l'objectif c'est de minimiser ce temps-là. Tous les contenus de messages sont assez, ils sont codifiés et nous, quand on veut écrire un message vers notre famille ou recevoir, bah, on se limite à un nombre de caractères parce que du coup, il y a 75 messages, vu qu'on est 75 personnes à recevoir ou à émettre. Donc on se limite comme ça et la fréquence, bah, varie. Tu peux très bien ne pas avoir de message ou en transmettre pendant un mois parce que tu es dans un théâtre, particulier et au bout d'un mois, bah, tu vas avoir un petit message, c'est c'est assez court, hein, c'est moi, souvent les messages, ils font 10 lignes, une quinzaine de lignes. Voilà. Et ça doit être assez particulier pour, justement ton équilibre avec ta vie personnelle, ton entourage, Quand tu arrives en sous-marin, bon, tu as déjà préparé ta famille, tes proches, ils savent que tu vas pas souvent être à la maison. Mais c'est vrai que le volet, sous-marin, c'est encore un step au-dessus parce que sur les bateaux, c'est très facile. Tu as ta boîte mail, perso, tu envoies un message à ta famille, c'est assez simple. Même si les bateaux sont également dans la même structure que nous, et des fois, ils sont interdits d'émettre quand ils sont sur des théâtres, donc ils peuvent pas émettre pendant quelques semaines. Mais dès qu'ils sortent du théâtre, ils peuvent envoyer des mails. Nous, pour le coup, on n'a pas de boîte mail perso. Ce qu'il faut se dire, c'est que tous les messages qui entrent dans le sous-marin ou qui sortent passent par le commandant. Tout est filtré, par exemple, un décès, par exemple, d'un proche d'un sous-marinier, bah, pour l'informer, il va pas le lire tel quel sur son mail. Enfin, souvent, ça va être omis. Ça va passer via le commandant ou le commandant en second et c'est plutôt eux qui vont lui annoncer au moment opportun. Parce que si tu annonces ça à un moment où c'est assez critique, où la mission ne le permet pas, bah, ça peut engager la mission et la mission passe, par-dessus tout le reste. oui, ça va avec un sens de l'engagement qui est quand même, hyper fort, c'est sûr. Exactement. Ouais, je voudrais qu'on revienne un peu du coup sur le métier de technicien, que tu avais fait au départ, analyste du son. On disait donc qu'il y a pas de fenêtre dans un sous-marin, on voit pas où on est, tu es au fond de l'eau, il fait noir et du coup on utilise les sons pour se repérer. Est-ce que tu peux revenir, là-dessus, sur en quoi consiste ce métier-là? Comment on fait pour utiliser des sons pour se repérer dans l'espace, se déplacer? Bah, en l'occurrence, oui, donc contrairement à un bateau, tu vois, tu prends tes jumelles et tu vois les bateaux qui sont autour de toi et tu as des radars et ça te permet d'éviter les collisions avec les autres bateaux et de les détecter. On a la vue est hyper importante dans les passerelles de bateaux, c'est super important. Le veilleur, c'est un métier, à part entière, enfin, c'est des gens, veillent, 24 heures sur 24, autour du bateau pour assurer sa sécurité. Et sur les sous-marins, on peut pas faire ça parce que dès que comme je te l'ai dit, dès qu'on arrive, on n'a pas de fenêtre, on n'a pas de hublot et du coup, on utilise des capteurs qui sont répartis un peu partout sur le sous-marin et qu'on appelle des sonars et c'est rien ni plus ni moins que vulgairement des oreilles, donc qui captent les sons autour du sous-marin. Ces sons-là, donc c'est sur une grande largeur de une grande bande de fréquences. Dans cette bande de fréquences, bah, il y a le spectre de l'oreille humaine. Donc il y a une partie de ces sons qui vont être captés par les capteurs qu'on va pouvoir entendre, en l'occurrence une hélice de bateau, un dauphin, enfin, alors voilà, tous ces sons-là, on va être capable nous de les entendre, du coup via ces capteurs et ça va nous permettre dans un premier temps, de faire un premier filtre et de savoir à quoi on a affaire, si on entend un son dans une direction et on va déjà pouvoir différencier si on entend, bah, un bateau, parce qu'on va l'entendre l'hélice, ou si on entend, un mammifère marin et
Si c'est pas un bateau, ça peut être également des d'autres choses, hein. Ça peut être ça peut être des activités, pétrolières parce que c'est pareil, ça fait du bruit. Ça peut être, des ondes sismiques, ça s'entend aussi. Ça peut être la pluie, parce que la pluie, on l'entend également, ça fait pas mal de bruit. Donc on peut vraiment tout entendre dans le spectre que l'oreille entend. Et ensuite, dès qu'on arrive dans le spectre que l'oreille n'est plus capable de percevoir, bah, en fait, on va pouvoir grâce à la technologie, hein, l'informatique, on va pouvoir, le visualiser sur des spectres de fréquences et faire ressortir les fréquences, des choses qu'on n'est pas capable d'entendre. Et par exemple, je prends typiquement un bateau, on est capable d'entendre l'hélice, donc on s'est entraîné, on enregistre tout ce qu'on écoute, en mer, et on a une banque de données, et on a des gens, donc des analystes, et du coup, on va pouvoir, différencier si on a un bâtiment de commerce ou un bâtiment de guerre. Parce que, par exemple, les hélices de bateaux de guerre, elles sont un peu plus travaillées, elles sont un peu plus silencieuses, un peu plus propres qu'un bâtiment de commerce qui, lui, fait que naviguer. L'objectif, c'est d'aller vite, d'un port A à un port B pour faire, pour livrer. On va pouvoir déjà différencier si on a un bâtiment de commerce ou un bateau. Et dès qu'on est plus capable de savoir, bah, après, si on veut savoir le bateau, bah, c'est lequel? Par exemple, c'est quel bâtiment de guerre? Mais on est encore capable de le faire parce que avec nos enregistrements et, et notre bibliothèque, bah, on va les regarder, outre le fait de l'hélice, on va regarder les autres fréquences sur lesquelles il émet le bateau. Et en fait, le bateau, bah, il fait du bruit sur d'autres choses. Il y a des machines à bord, il y a des moteurs, et tout ça, ça fait du bruit, ça génère des fréquences. On va aller les regarder, les relever, et on va les comparer à nos bases de données. Et là, on va pouvoir se dire, bah, en fait, on a une base de données qui correspond, par exemple, ah, bah, on a un bâtiment de guerre, bah, le porte-avions, la dernière fois qu'on l'a croisé, il y avait ça, ça, ça. On va comparer, on va se dire: «Ah, bah, c'est peut-être le porte-avions». Tu croises ça avec, le renseignement qu'on a sur zone, parce que sinon ce serait facile, hein, des fois c'est pas forcément aussi facile, mais on a du renseignement. On sait qu'il y a tel ou tel bateau dans la zone, donc du coup, ça permet de conforter l'idée que, bah: «Ah oui, le porte-avions, on m'a dit qu'il était là il y a quelques jours, et sa route, c'était ça», et on arrive à avec, un croisement d'informations de différents vecteurs, bah, on arrive à savoir que c'est lui. Et souvent, pour confirmer ça, bah, on remonte à l'immersion périscopique. On hisse un mât qui nous permet dans ce qu'on appelle un périscope, et on va voir à l'extérieur, parce que du coup, c'est une caméra qui permet de voir à l'extérieur. On va venir confirmer ça, avec. Après, on a d'autres éléments aussi pour capter à l'extérieur. On a aussi un radar, qu'on utilise très peu, mais on l'a aussi. Et on a aussi de la guerre électronique, donc c'est ce qui permet d'intercepter les émissions radar des autres bateaux. Et là, on a aussi une base de données de tous les radars, qui existent dans le monde, et les radars qui sont sur tel ou tel bateau, et ça permet avec ce croisement de plein de capteurs, d'arriver à cibler, vraiment, si on fait du renseignement sur un bateau. Nous, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on ne peut pas, donc là, c'est pour vraiment détecter, hein, et classifier. Et ensuite, dès qu'on veut commencer, à savoir, mais les bateaux, ils vont où? Parce que nous, on n'a pas de sonar actif. Parce qu'un sonar actif, ça émet du bruit, c'est indiscret, on pourrait nous détecter. On a que des sonars passifs, donc nous, on reçoit que les ondes, et on va venir incrémenter, ce qu'on appelle les directions des bateaux, dans le temps. Donc nous, on va avancer, on a un cap, une vitesse. C'est un peu compliqué à expliquer, hein, désolé si je m'emmêle un peu, mais c'est assez Non, complexe. c'est clair. Mais, en gros, le bateau qui est en face de nous, il va avancer de son côté, nous on va avancer de notre côté. Du coup, la direction dans laquelle on va le détecter au départ ne sera pas la même 10 minutes après. On va avoir un relevé des directions dans laquelle on l'a détecté, ce qu'on appelle des azimuts, et toutes ces valeurs, en fait, on va les incrémenter dans un système qui va faire des calculs mathématiques avec des formules, et il va être capable, avec le temps, donc par exemple sur 5 minutes, de commencer à nous incrémenter une solution, de route, vitesse, distance. Elle va forcément être mauvaise dans un premier temps, mais nous, on va venir évoluer, on va venir, changer de cap et de vitesse et de route pour, le faire défiler autrement, et du fait que nous, on évolue par rapport à lui, on va pouvoir affiner la solution, et à terme, on va avoir une idée très globale, enfin assez précise même maintenant, de dans quelle, direction il va, à quelle vitesse il est, et c'est comme ça qu'on va établir au fur et à mesure notre situation tactique, et qu'on va avoir la position et les vecteurs route-vitesse de chaque bateau qui nous entoure. Donc ça, c'est un métier à part entière également, ouais. C'est ce qu'on voit aussi dans le chant du loup. Et je voulais te demander aussi à quel point ce film-là, il est fidèle à la réalité de ce qui se passe, dans la vie d'un sous-marinier?
Mais moi, je trouve que c'est mon avis personnel, hein. Je trouve que, outre le scénario un peu hollywoodien qu'ils ont voulu représenter à l'américaine, donc déjà le sous-marin sur lequel ils ont tourné, il existe vraiment. Les tenues, les systèmes qu'on voit qui sont floutés avec les écrans, bah, c'est ceux-là sur lesquels on travaille. Donc pour le coup, c'est assez ressemblant et ensuite, la manière de parler, les procédures, quand ils détectent un bateau, un sous-marin, c'est assez fidèle à la réalité, hein. On parle beaucoup comme ça. Donc sur cet aspect-là, c'est assez, bien fait. Mais après le scénario, oui, il y a des moments où ils partent dans une C'est un direction film. qui est pas ça reste un film, exactement, voilà. L'objectif, c'est de divertir également, donc voilà. Et tu parlais du coup du fait parfois d'entendre des dauphins. Je voulais savoir si tu pouvais, enfin, entendre la vie marine autour de toi ou même les sons, même sans, avoir un casque sur les oreilles et écouter ce qu'entendent les sonars. Mais je pense que c'est un mythe. On m'avait dit que parfois, on entendait des cachalots, que ça faisait trop de bruit et qu'on émettait des coups de sonar pour les éloigner. Tu m'as dit qu'il y avait que des sonars passifs et pas actifs, du coup, je me dis que c'est pas possible. Mais je sais pas d'où vient cette légende. Alors oui, on alors que si les mammifères sont enfin si les mammifères marins sont assez proches du sous-marin, en l'occurrence, il y a des moments dans la nuit, si je me rappelle bien, c'est tôt le matin, les dauphins, s'ils sont pas très loin, ils adorent tourner autour de l'avant du sous-marin quand on est sous l'eau et on les entend, ça fait un bordel monstre. Du coup, on devient un peu aveugle d'un point de vue du son parce qu'ils saturent un peu nos capteurs mais ils s'amusent à tourner, je pense, c'est avec les filets d'eau, je pense. Ils s'amusent à tourner autour du sous-marin, devant, donc on n'entend plus grand-chose dans le casque, à part les dauphins et on peut également les entendre, si on dort, dans le sous-marin, on peut les entendre. Ça arrive qu'on puisse les entendre, ouais. S'ils sont vraiment très, très proches, vraiment autour du sous-marin. Quand je t'ai dit on n'a pas de sonar actif, c'est pas tout à fait vrai, on en a un, mais on l'utilise vraiment que dans des situations, très particulières. Heu et c'est le commandant qui a la délégation pour l'utiliser, c'est pas nous et comment, on n'émettra jamais actif s'il y a des mammifères autour. On fait vraiment attention à ça. On a une politique là-dessus, c'est qu'on s'amuse pas à c'est applicable aux frégates anti-sous-marines, qui ont maintenant avec des sonars très puissants et qui émettent à des décibels vraiment importants qui peuvent tuer vraiment, qui peuvent désorienter et ça peut avoir une conséquence sur les animaux et du coup, ils font vraiment attention si on est dans des zones où il y a beaucoup de faune, marine, bah, ils arrêtent d'émettre ou ils émettent avec des puissances beaucoup moins fortes pour préserver, l'environnement. Si on n'est pas dans un contexte opérationnel qui nécessite d'émettre, à fond, enfin vraiment à puissance max. Par contre, si on est dans un contexte opérationnel où on a besoin de le faire, ben, on se privera pas, hein. Mais, on fait vraiment attention dans la conduite de nos sonars, actifs sur les bateaux de surface pour préserver la faune marine. Bon, c'est plutôt rassurant de se dire qu'effectivement, c'est pas Ouais. utilisé, à tout va, juste quand les dauphins font Mmh. trop de bruit. Mais de toute façon, si les 2 font trop de bruit, on n'émettra jamais sonar, on attendra. C'est Ouais. comme ça, là, pour le coup, on subit la situation. Après ça dure rarement éternellement, hein, mais jamais on fera ça. Mais c'est marrant de se dire qu'on les entend, on sait qu'ils sont là, en même temps, tu peux pas les voir. Enfin, c'est vraiment Oui, c'est une cohabitation, mais que sonore, quoi. exactement, ouais. Mmh. Tu as, également été officier en salle de commandement, il me semble, heu, après avoir été, technicien. Est-ce que tu peux nous décrire ce que c'est comme métier? Comment on va prendre une décision opérationnelle sous l'eau? J'imagine que, il faut aussi avoir beaucoup de sang-froid en salle de commandement, donc est-ce que tu peux, voilà, nous parler un de ça? Bah, du coup, le volet officier, du coup, donc contrairement aux associés, ça a typiquement rien à voir. Là où on sous-officier, il est technicien, il est, spécialiste de ces systèmes, il les connaît par cœur, et lui, son objectif, c'est de les paramétrer. Pour, en l'occurrence, pour un détecteur anti-sous-marin, c'est de détecter loin, heu et correctement. Un officier, lui, c'est typiquement un cadre, c'est un meneur d'hommes. L'objectif, c'est d'encadrer, les différents techniciens. Parce qu'il faut savoir que pour conduire un sous-marin, du coup, tu as différents postes de conduite, à la fois le central opération, où on va assurer tout ce qui est détection, lutte anti-collision. Ensuite, tu vas avoir le central, lui, il va assurer tout ce qui est sécurité plongée, donc vis-à-vis, de nos installations à bord. Et ensuite, tu vas avoir le PCP, ce qu'on appelle le poste de conduite propulsion, qui lui est à l'arrière et lui assure la conduite de la centrale.
et d'officier, donc du coup, la fonction qu'on occupe à bord en tant qu'officier, c'est officier chef du quart, opération, et donc tu es au milieu de ces 3 postes qui sont, armés des marins, et tu vas avoir une remontée d'informations de ces 3 postes de conduite, et toi, ton objectif, ça va être d'assimiler toutes les informations qui vont se faire remonter, de faire le tri, hem, de récupérer celles qui t'intéressent, d'en faire une synthèse et de les prioriser, et c'est ce qui va t'amener à donner un ordre de cap, de vitesse, ou de barre en immersion, un ordre d'immersion, et c'est toutes ces informations-là qui vont te permettre de faire ce choix. Alors dans une situation, courante, où il se passe pas grand-chose, bah, c'est assez simple, hein, c'est assez facile, mais là où c'est plus compliqué et là où on s'entraîne en simulateur, c'est dès qu'on commence à avoir des avaries ou des cas un peu ou des cas non conformes, et du coup, on s'entraîne beaucoup là-dessus, on répète beaucoup. Au début, quand on commence, on va faire, avec une seule avarie, et on va devoir réagir, par exemple, à une voie d'eau. Une voie d'eau, bah, c'est la bête noire du sous-marin, donc on réagit, quand tu as qu'une voie d'eau, bah, tu t'es focalisé sur ta voie d'eau, et en fait, on a des réactions préplanifiées qui nous C'est permettent de quoi une stabiliser le sous-marin. une une voie d'eau? C'est quand tu as une entrée d'eau dans le sous-marin. Ah OK, Ce ouais, qui est une vraiment, fuite. Ouais. la plus grosse bête noire, du sous-marin, et vu que tu es à des pressions hyper importantes, bah, l'objectif c'est de remonter, hein, ou d'arrêter cette voie d'eau. Donc du coup voilà, et ce serait trop beau si on avait qu'une voie d'eau à la fois. À des moments, bah, tu as différentes avaries qui arrivent en même temps, et c'est là que ça devient compliqué. Parce qu'en fonction des avaries, bah, tu as des réactions préplanifiées qui vont pas forcément, aller dans le même sens, et c'est là que tu dois te dire: «Bah, faut que je priorise. Qu'est-ce qui est le plus critique? Qu'est-ce que je traite en premier, au détriment peut-être que d'une action préméditatée qui va pas forcément aller dans le sens de l'autre. Du coup, c'est là que ça devient très compliqué, et c'est là que tu es pas tout seul. Quand tu arrives dans des situations un peu compliquées, par exemple, tu navigues par petits fonds, tu as beaucoup de bateaux à la surface, que tu as une avarie de bar, par exemple, ou que tu as un incendie à bord. Du coup, là, c'est là, comme que je l'avais expliqué tout à l'heure, on rentre dans des logiques où on vient renforcer les équipes de quart, et souvent le chef du quart, il est assisté par un autre officier qui l'aide dans la conduite. Quand c'est vraiment très complexe, qu'on rajoute de l'opérationnel, bah, le commandant, il vient carrément et c'est lui qui prend la manœuvre, et son expérience et le fait qu'il ait le commandant en second avec lui, le COMOPS, donc le chef des opérations, qui ont plus d'expérience, bah, du coup, ils vont être amenés à pouvoir, engendrer beaucoup plus d'informations, et conduire le sous-marin de manière un peu plus fine. Voilà. C'est quoi la situation la plus difficile que tu aies connue à bord? C'était déjà arrivé, par exemple, de connaître une voie d'eau ou une autre avarie? Heu oui, moi j'ai déjà connu un incendie, d'un moteur, électrique de propulsion, à l'arrière. Donc c'était à l'arrière, le début d'incendie est parti. Bon, ça a été maîtrisé très rapidement parce qu'on est formaté pour ça, tu vois? Avant de partir en mission, bah, on a 2 semaines, voire ouais, pratiquement 2 semaines où on fait que des exercices, sécurité, incendie. On fait de l'incendie toute la journée. On nous simule des incendies dans le bateau, parce que, gérer un incendie à bord d'un bateau, d'un sous-marin, c'est très compliqué vu que tu es dans un espace confiné. La gestion des fumées, si tu n'éteins pas le feu dans les premières secondes, bah, tu te retrouves avec une atmosphère, irrespirable, et bah, tout le monde perd connaissance et par logique meurt. Alors du coup, on se doit d'éteindre le feu le plus rapidement possible, et si on n'y arrive pas de suite, on a quand même un circuit d'air respirable dans tout le bord. Donc c'est un circuit avec des prises, et on a tous un masque qu'on est censé avoir, tout le temps après nous, toute la journée, 24 heures sur 24, et tu viens de brancher pour avoir de l'air. Tu as des bouteilles, d'air, qui sont réparties un peu partout dans le bateau, qui alimentent ce circuit d'air, et au moins on peut respirer même si l'air n'est plus respirable, et en plus, souvent ce genre de truc, les incendies comme ça, ils arrivent rarement la journée. Ils arrivent souvent il y a un peu une heure, enfin un quart, un peu merdique, sur les sous-marins, c'est le 0-4 heures du matin, le minuit à 4 heures du matin. Souvent quand il se passe un truc à ce moment-là, c'est assez compliqué, et je me rappelle que je crois qu'il était tombé à ce moment-là l'incendie, et pour le coup, il Et a ç été ça éteint assez s'explique, rapidement. enfin, pourquoi c'est minuit, 4 heures du matin? Déjà, il y a une explication technique à ça ou c'est Bah, juste, souvent pas de c'est là chance, où faut que on ça est le tombe la moins nuit? vigilant, ouais.
Il paraît que c'est lié enfin, je sais alors nous, j'ai eu des cours là-dessus, mais au cycle circadien de l'homme, tu vois? Où on est un peu moins, attentif, on est plus fatigué, enfin et du coup, bah, souvent on n'est pas, totalement, centré sur notre tâche et on peut faire des erreurs humaines qui vont peut-être amener à faire les mauvais choix amener à un incident ou à un accident. Là, pour le coup, bah, c'est pas lié à l'humain, hein, c'était lié à c'était purement mécanique, si je me souviens bien et heureusement qu'on avait du coup, on a des installations fixes, de d'extinction, incendie sur les moteurs, donc on a déclenché ça et ça l'a éteint de suite. Mais le truc, c'est que toi, tu en moi, je me rappelle, je dormais et en fait, il y a une alarme qui retentit, dans tout le sous-marin et tu sais qu'il y a un feu et du coup, c'est assez, enfin, on s'entraîne beaucoup, mais on est rarement confronté à un incendie, donc la première fois le jour où tu l'entends parce que souvent tu prends vite des habitudes où tu te dis: «Mais en fait, c'est un exercice». Mais là, c'est pas un exercice et c'est vraiment réel et il faut que chaque marin, enfin, chaque action de chaque marin est hyper importante. Parce qu'il faut sécuriser le sous-marin et voilà. Oui, oui, c'était pas un réveil en douceur, j'imagine. Donc, Exactement, ouais. c'est un bon coup de stress. Mais bon, incendie géré, c'est resté une grosse frayeur. Exactement, on est remonté en surface, on est rentré au port, bien entendu. Le sous-marin, il est entretenu de manière assez régulière dans les bassins, c'est-à-dire en cale sèche, pour pouvoir accéder un peu aux choses qu'on n'a pas accès, quand il est à l'eau et du coup, on en a profité pour faire toutes ces réparations à ce moment-là. Donc ça avait pas trop impacté notre mission, parce que c'est vrai que là, on n'était pas forcément dans le cadre de la mission encore, on était encore en phase d'entraînement, mais ça avait retardé un peu, le départ en mission de quelques semaines, mais voilà. OK. J'en ai fini avec les questions sur les sous-marins. Je sais qu'aujourd'hui, tu es retourné voler plus plongée de la marine. Mmh mh. Hem, Mmh. Est-ce que tu bah, déjà présenter ce que c'est que la plongée sous-marine, en fait, au sein de la marine nationale? Puisque moi, j'en ai l'image de la plongée de loisir. Je sais aussi ce que c'est que la plongée technique, recycleur pour les expéditions scientifiques, par exemple. C'est vrai qu'au sein de la marine, tu as parlé un petit peu tout à l'heure du métier de plongeur des mineurs. Mais voilà, expliquer enfin présenter un peu, on va dire les types d'interventions, qui peuvent être liées à la plongée. Au sein de la marine, on forme 2 types de plongeurs. On a les plongeurs de bord, qui sont, mon cas. Donc les plongeurs de bord, en fait, on en a un peu partout sur tous les bateaux, les sous-marins, dans les bases navales. Ces plongeurs, ils ont, une formation, qui équivaut, au niveau 3 de plongée dans le civil, bon, en l'occurrence, avec une formation qui se fait à l'école de plongée qui est un peu plus touchy quand même, un peu plus physique que si tu passais ton niveau 3 dans le civil, parce qu'il y a quand même un peu le volet militaire et du coup, c'est les missions qu'ils sont amenés à faire, c'est l'entretien de la coque, par exemple, s'il y a un problème sur un circuit d'eau de mer d'un bateau, ou qu'il y a un truc bloqué dans l'hélice, bah, c'est d'y aller. C'est également s'il y a un homme à la mer, bah, on va envoyer un plongeur également pour aller le secourir. C'est si par exemple, il y a une évacuation, de l'équipage, dans le cadre d'un naufrage, bah, on va utiliser également les plongeurs pour encadrer, l'évacuation, sur le plan d'eau. Ils ont des missions un peu diversifiées un peu partout sur le bord, heu, dans différents domaines. Donc c'est un peu le couteau suisse également, à bord, le plongeur, il peut vraiment, faire plein de missions, différentes selon si le commandant en a besoin ou pas. Heu, Ensuite, tu as les plongeurs d'armes, et là, ils sont divisés entre les plongeurs des mineurs et les nageurs de combat. Les plongeurs des mineurs, c'est une spécialité à part entière où ils sont spécialisés dans le déminage et ensuite tu as les nageurs de combat, c'est des plongeurs les nageurs de combat, ils sont issus des forces spéciales, donc en l'occurrence pour la marine, c'est les commandos marines. Eux, ils font pas mal de missions, avec un spectre assez varié, contre-terrorisme, ils peuvent venir poser des charges sur un bateau, enfin, sur un sous-marin, par exemple. Ils ont vraiment des missions assez diverses, et vraiment très, très techniques et très spécialisées et c'est pareil, c'est des données assez classifiées, on n'en entend pas trop parler, mais voilà, c'est vraiment des plongeurs assez techniques les plongeurs démineurs, du coup, qui eux, vraiment font du déminage, voilà. Et toi, du coup, aujourd'hui, tu fais quoi au sein de c'est le Cefismer, le centre qui est lié à tout ce qui est plongée au sein de la marine?
Exactement, donc le Cefismer, c'est lui, qui régit, enfin, la doctrine, qui centralise tout, au niveau de la plongée. C'est le centre d'expertise et ensuite moi je suis pas au Cefismer. Moi, je suis dans un organisme qui fait du maintien en conditions opérationnelles des bâtiments de la marine et également des plongeurs et le MCO, le maintien en conditions opérationnelles, en gros, c'est, assurer, la disponibilité des bateaux, et des plongeurs, par le volet purement, entretien, des bateaux. Donc moi je suis actuellement, au sein d'un bureau, où j'ai des experts, qui sont sous ma responsabilité et on est spécialisé dans la partie plongée. Donc ces experts sont des plongeurs à la base et on est là pour, mettre à jour la documentation, donner notre avis d'expert sur l'acquisition de futurs matériels de plongée. Parce que dans la marine, on plonge pas que à l'air, hein, on plonge avec des recycleurs de plongée. Et ce sont des machines, des appareils, très complexes. C'est des machines en plus qui sont des ce qu'on appelle des EPI, c'est des équipements de protection individuelle. C'est régi par des normes, par des règlements et on peut pas faire n'importe quoi parce que ça assure, directement la sécurité du marin qui respire dedans. Donc tout ça, nous on est là pour vérifier que tous ces appareils sont conformes, vis-à-vis du risque, lié aux marins. Et donc on fait tout ça, on a aussi on agit également dans le cadre de l'innovation, on fait de la veille technologique pour, l'objectif c'est de pas être, de vivre dans l'air du temps et de savoir ce qui se fait en termes de plongée et de pas être en retard et de pouvoir s'adapter. On pourrait associer ça à un bureau d'études un peu. OK. Et est-ce que tu as des passerelles, entre, le civil, le scientifique et le militaire? Parce que, par exemple, je pense à Laurent Balesta qui, lui, s'était inspiré des méthodes de scaphandrier pour les expéditions, pour, avec la plongée technique, pouvoir aller plus profond, plus longtemps. Est-ce que ça va s'organiser pareil donc au sein de la marine? Tu vas avoir des échanges avec tout ce qui se fait, dans les autres, corps hors armée? Oui, tout à fait, oui. Ah oui, tout à fait, oui. Nous, on est, dans le bureau d'études, on est quand même, énormément en communication avec les différents, les différentes sociétés de la plongée, du monde de la plongée, les fournisseurs et on est également en lien avec les autres armées étrangères. Tu sais que la marine appartient à l'OTAN, donc du coup, il y a l'OTAN nous permet aussi d'avoir accès, aux différentes technologies des différentes marines étrangères, leur manière de on échange beaucoup là-dessus. Il y a comment des grands moments, de rendez-vous, sur l'année, au calendrier qui permettent de venir échanger avec ces marines pour pouvoir évoluer là-dessus. On fait également, une veille très attentive sur le milieu de la plongée civile, on s'en inspire également, des scientifiques également, parce que de toute façon dès qu'on touche à un appareil de plongée, on est forcément lié aux médecins qui ont leur mot à dire là-dessus également. Donc oui, les scientifiques, on a, un étroit lien avec eux, ouais, pour pouvoir avancer sur ce genre de sujet, hein. Ou enfin, on a vu qu'on pouvait pas mal justement du coup évoluer, changer de spécialité, au sein de la marine. Comment comment toi tu changes d'un métier à un autre? Comment et est-ce que tu as aussi des passerelles entre, le militaire et le civil, par exemple? Est-ce que toi tu pourrais passer côté civil ou inversement, des personnes du civil passer côté militaire en revalorisant leur expérience? Pour le volet, évolution au sein de la marine, ça part principalement du marin lui-même. En fait, moi, on m'avait toujours dit quand j'étais jeune, dans la marine, c'est tu es acteur de ta carrière et c'est vraiment enfin, c'est vrai. J'ai toujours pu faire ce que je voulais. Alors en l'occurrence, tu dois quand même servir l'institution, donc tu fais pas tout n'importe comment. Mais, dès que tu travailles et que tu as un projet qui est cohérent, mais la marine, elle te suit souvent et du coup, il y a pas mal de passerelles qui sont possibles. On a toujours notre volet de spécialité, principale, moi qui est la lutte sous la mer. Mais à côté de ça, tu peux faire pas mal d'autres stages, de qualification. Tu peux être plongeur de bord, donc ça te rajoute une compétence. Comme ça, tu multiplies le spectre de compétences et tu peux être employable sur différents, spectres de missions également. Donc ça, pour le coup, c'est assez, enfin, je trouve que c'est plutôt bien fait dans la marine et j'avoue que je m'en suis servi comme tremplin pour faire tout ce qui me plaisait et ce qui m'épanouissait. Et ensuite pour le côté, transition, voir le côté,
Civil, alors moi je m'y suis pas forcément très intéressé encore. La marine, le jour où tu quittes l'institution, elle te lâche pas dans la nature comme ça, elle a le souci de ses marins et qu'ils s'intègrent, et que la transition vers le milieu civil se fasse le mieux, possible et du coup, tu quand même assez bien encadré également, ouais, pour te reconvertir dans le civil, ouais et tu as, les brevets que tu as, brevets d'aptitude technique, il y a différents diplômes qui sont, qui peuvent être, validés dans le civil. Des sortes d'équivalences, qui existent avec Exactement, ouais, tout à fait. mmh. Ouais, ouais. Juste pour terminer, Ouais. mais tu sais, il y a enfin, souvent quand tu es marin, que tu quittes l'armée et que tu as un volet très technique ou même sous-officier, souvent, les industriels, du domaine militaire, bah, ils viennent chercher, ces gens-là pour, travailler, je prends typiquement Naval Group. Naval Group, c'est, le gros la grosse industrie, militaire pour, construction des bateaux. Bah, elle vient chercher les compétences chez les marins. Donc, souvent, tu quittes l'art marine, mais beaucoup vont vers la Naval Group, ou des sociétés comme Thales pour, tout ce qui est, lutte sous la mer, qui sont spécialisés là-dedans. Oui, parce qu'ils ont, l'expérience terrain, la connaissance de tes enjeux, Exactement. aussi. C'est sûr que ça paraît ça fait sens. Après donc plus de 10 ans au sein de la marine, qu'est-ce que tu en retiens? Qu'est-ce que ça t'a appris sur, justement, bah, ton rapport à toi, ton rapport, à la mer, au littoral? Moi, si je devais faire le bilan, un peu de moi, tout ce que j'ai vécu, enfin, j'ai pris tout ce qu'il y avait à apprendre à chaque fois et je me suis toujours alors il y a eu des moments difficiles, mais en l'occurrence, je me suis toujours plutôt bien épanoui. J'ai toujours essayé de chercher à avancer, pour à la fois apporter, à l'institution et qu'elle m'apporte également. C'est cet équilibre, assez fin pour s'épanouir, dans cette institution. Et elle m'a permis de grandir. Enfin moi je dis souvent à mes amis, moi je suis un pur produit de la marine nationale parce que c'est vrai, parce que la marine, outre le fait qu'elle te forme, elle t'éduque également, hein. Elle t'éduque énormément, c'est une, très bonne école de la vie et ça, je lui en serai, toujours reconnaissant et maintenant je sais que ça fait 1 an là, j'ai fait un bilan, sur moi-même et tout et maintenant je suis assez conscient de mes compétences, de ce que je suis capable de enfin, de ce que j'ai pu acquérir et ce que je maîtrise totalement et tu vois les capacités d'adaptation, de détermination, de remise en question, je trouve que c'est hyper important et hem et même pour moi ça prévoit ça domine les compétences, techniques et les diplômes. En termes de maintenant on cherche beaucoup des profils, même dans le civil souvent les gens maintenant on dit: «Bah, en fait, tu as le diplôme certes, mais on cherche tel profil» et je trouve que la marine pour le coup elle forme bien à ça. Ouais. Oui, d'autant plus qu'avec, je pense, tout ce qui est évolution des technologies et cetera, c'est tout ce qu'on appelle les compétences douces, les soft skills qui prévaut. Mmh. Exactement. Heu, Et est-ce que tu as, dernière question, une recommandation de livre ou de film? Peut-être tu pas le droit de dire Le Chant du loup parce que ça serait trop facile, ouais, notre œuvre à alors recommander. en film, oui j'en ai 2 même, pour 2 aspects différents. Le premier pour le volet purement sous-marin, enfin, hyper intéressant, historique et tout, vraiment, j'adore, enfin, le scénario et tout, Octobre Rouge, un super film à regarder. OK, je connais pas du tout, Franchement, je regarderai. très vieux c'est un vieux film, hein, mais vraiment un film, incroyable et ensuite, pour le côté plongée, Le Grand Bleu, c'est un de mes films, c'est mon film préféré. Je pense que je le vois une fois par an depuis que je suis, tout petit et pour le coup, si on enfin, je sais pas si tu l'as vu, Bah, j'ai le mais podcast s'appelle Le Grand Bleu pour le film. C'est aussi ah un de bah, mes films voilà préférés. et je trouve que ce film, il est, enfin déjà il est incroyable, la bande son est folle, franchement j'adore et si enfin moi ce qui me c'est de voir, le comment l'échange entre l'océan et l'être humain, qui m'a donné aussi foi en ça et qui m'a ouvert vers l'océan quoi et je pense que, il faut qu'on prenne soin de nos océans et c'est, et
Et je trouve qu'on n'en prend pas assez soin, on l'exploite beaucoup, mais au quotidien, on n'en prend pas soin alors qu'on l'utilise au quotidien. Et du coup, ce film, moi, enfin, il m'a fait pleurer, donc c'est un film incroyable. Et C'est très peu vraiment de un gens le très beau connaissent film. quand j'en parle autour de moi. Et c'est vrai que très peu de gens me connaissent quand j'en parle autour de moi. Et je trouve ça vraiment dommage parce que pour moi, c'est un chef-d'œuvre. Je suis d'accord. Je suis 100 d'accord. C'est vrai que c'est un très beau film. Et que merci beaucoup pour cet échange, c'était hyper complet et hyper intéressant. En plus, tu as le temps de Ouais. vulgariser des concepts qui étaient pas forcément faciles sur tout ce qui est le fonctionnement du sous-marin. Donc merci beaucoup parce que c'était très clair. Ok, bah merci à toi, Mathilde. C'était vraiment super sympa. Merci d'avoir écouté Le Grand Bleu, le podcast qui interroge les liens entre humains et océans. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à l'aimer, le partager et à t'abonner.